Merci de participer à cette présentation de la note sur l'effet enseignant. C'est une note de méthodologie, c'est-à-dire on s'interroge sur les études sur une question qui est ce qu'on appelle l'effet enseignant. On a choisi cette manière de procéder parce que d'abord c'est un sujet qui nous paraît important, complexe, pas forcément très connu en France, et en termes de méthode, cette note sera suivie d'une autre en octobre qui elle comportera des propositions, ce qui n'est pas le cas de celle-ci, et qui portera plus généralement sur l'organisation des équipes pédagogiques, des établissements, de la place qu'on laisse à l'autonomie, et donc on pourra en particulier tirer les conséquences de la note qui vous est soumise aujourd'hui. Mais ça nous paraissait important de faire ce point d'étape pour justement essayer de répondre à cette question qui finalement est une des questions essentielles en matière d'évolution de nos systèmes éducatifs et que souvent on ne prend pas de cette manière-là dans les études françaises, c'est plus courant dans des études qui sont faites à l'étranger, auxquelles on fait référence d'ailleurs dans la note, finalement c'est quoi l'impact de l'enseignant sur les résultats de l'élève. Alors, ça paraît important parce que c'est en répondant à cette question qu'on saura sur quoi il faut faire porter l'effort en matière de réforme pour obtenir les meilleurs résultats en termes d'amélioration des performances des élèves. Et de ce point de vue-là, ça nous paraissait important de faire, comme on l'a fait dans cette note, le bilan de l'ensemble des études existantes. Alors, comme toujours, quand on fait un bilan d'études, on pourrait mettre 10 pages sur toutes les difficultés, le fait que les résultats ne sont pas définitifs, que certaines études sont contradictoires. Donc ça, je le dis pour ensuite ne pas y revenir, parce que c'est pas forcément ça qui vous aidera à faire vos papiers. Mais enfin, il faut quand même savoir que, évidemment, c'est des sujets que on ne peut pas rentrer dans une classe et mesurer avec un compteur de je ne sais pas quoi la qualité de l'enseignement. Donc on essaye de l'approcher par des études qui sont toujours des études indirectes, qui toutes posent des problèmes méthodologiques plus ou moins grands et sont des résultats qui sont forcément un peu contestés. Mais en même temps, ça ne signifie pas qu'on puisse rien dire et il y a quand même, au fin de compte, certaines conclusions assez robustes auxquelles on parvient. Alors le premier enseignement, c'est qu'effectivement, il y a un impact de l'enseignant sur les résultats de ses élèves. Dit comme ça, c'est quand même plutôt intuitif. Après, ce qu'il faut, c'est le mesurer. On estime que ça représente 10 à 15% des écarts de résultats constatés en fin d'année entre les élèves. Alors, c'est à la fois peu et beaucoup. D'abord, sur l'ensemble d'une population d'élèves, c'est quand même très significatif, 10 à 15%. Et après, ce qu'il faut bien voir, c'est que, en réalité, quand on fait ces études où on essaie d'expliquer les écarts, c'est vraiment à partir de tous les facteurs explicatifs, la part de l'effet enseignant. Et parmi les facteurs explicatifs, il y a évidemment le niveau qu'a élevé l'élève en début d'année, qui représente déjà 50%. Qui explique déjà 50% des résultats en fin d'année. Donc, sur ce qui s'est passé dans l'année, si vous voulez, ce que représente l'effet enseignant, c'est 10 à 15%, ça veut dire entre le cinquième et le tiers, disons un quart de l'évolution de la progression de l'élève est expliquée par l'effet enseignant. Donc ça paraît quand même un résultat relativement important. Et un résultat qui est plus important que d'autres qu'on a tendance à souvent mettre en avant, notamment l'effet établissement. L'effet établissement, ça explique une toute petite part de la progression, entre 0 et 5%. Autrement dit, c'est plus important d'avoir un enseignant. J'aime pas dire un bon enseignant, parce qu'en réalité, c'est ce qui se passe dans la classe, c'est subtil à mesurer, mais en tout cas, l'impact de l'enseignant est plus important que l'impact de l'établissement. C'est quand même un résultat qui est important, alors que souvent, c'est sur les établissements qu'on se focalise quand on réfléchit aux performances en termes d'enseignement scolaire. Troisième observation, l'impact
de l'enseignant est aussi beaucoup plus important que celui de la taille des classes. Il y a des études sur l'impact de la taille des classes sur les résultats qui montrent qu'avec des classes beaucoup plus petites, on peut avoir des améliorations des résultats, mais c'est généralement assez faible, voire pas mesurable. Et de ce point de vue-là, également, l'impact de l'enseignant est plus important. En gros, si on compare des enseignants qui sont soit plutôt moins efficaces, soit plutôt plus efficaces, qu'on mesure en les mettant soit au 25e ou au 75e centile de l'efficacité, c'est-à-dire 25e centile, ça veut dire qu'on est 25e sur 100, alors que 75e centile, ça veut dire qu'on est 75e sur 100. Si on passe du 25e au 75e centile, à l'arrivée, les élèves progressent de 13 places sur 100 en lecture, 18 places sur 100 en mathématiques, donc en gros d'une quinzaine de places, dans un classement, tout ça c'est des statistiques, dans un classement standardisé, alors que diminuer très significativement la taille d'une classe, en gros de 25 à 15, ça fait gagner quelques places, 5 places, donc l'effet enseignant est plus important aussi que l'effet taille des classes. Alors, il y a un quatrième enseignement qui corrige un peu tout le reste, mais c'est souvent comme ça dans les études méthodologiques, qui est qu'après, ce sont des effets qui s'estompent dans le temps. Donc on a un effet enseignant une année donnée, et puis l'année suivante, ça se voit moins parce que forcément il y a l'effet enseignant de l'année qui suit. Donc ça il faut l'avoir en tête. On peut aussi voir ça comme quelque chose de positif en se disant que c'est pas parce qu'on a un mauvais prof ou un prof avec lequel on s'entend pas une année qu'on est condamné pour tout le reste de sa scolarité. Mais ça veut pas dire que c'est pas important parce qu'évidemment on peut avoir plusieurs années de suite un effet enseignant qui se cumule et à ce moment-là percevoir les résultats. Enfin, le cinquième enseignement, c'est que c'est difficile de prévoir à l'avance comment un enseignant va se situer. Autrement dit, si on connaît sa formation, si on connaît son expérience, ce ne sont pas des données suffisantes pour en déduire l'efficacité qu'il aura. Cette efficacité, elle est liée manifestement à des méthodes pédagogiques, à une manière de faire le cours, à d'autres facteurs, mais en tout cas on ne peut pas dire les enseignants qui ont le plus d'expérience sont toujours meilleurs que ceux qui en ont moins. Alors c'est quoi ces éléments qui jouent sur l'efficacité de l'enseignant? On en a relevé 4. Le temps utile. Bon, ça c'est la question de la discipline et de comment fonctionne la classe. Il y a des classes où le temps utile est réduit parce que c'est difficile d'instaurer une ambiance de travail. Donc ça c'est un facteur qui joue. Les attentes des enseignants. Est-ce que les enseignants attendent beaucoup de leurs élèves? Est-ce qu'ils essayent de les conduire à donner le meilleur d'eux-mêmes? Le feedback, pardon pour ce francicisme, qui est le fait dont l'enseignant réagit aux réponses des élèves, les aide à comprendre le cause de leur erreur. Donc en fait le feedback ça peut marcher dans les deux sens d'ailleurs, c'est l'enseignant qui est capable en fonction des retours des élèves d'adapter son cours, mais qui aussi permet aux élèves d'avoir un maximum d'informations qui leur permettent de surmonter leurs problèmes. Et la structuration des activités pédagogiques, ça à la limite c'est le plus évident, un cours bien structuré ça permet d'apprendre plus facilement. Alors, quels sont les enseignants qu'on peut en tirer? Comme j'ai dit, on n'a pas fait de proposition dans cette note. Il y en aura ultérieurement. On cherche plutôt à fixer le cadre dans lequel on pense que pourraient s'inscrire de futures réformes dans le domaine éducatif. Ce qu'on fait dans la note, c'est qu'on cite certaines études ou certaines pistes d'évolution qu'on a pu relever à l'étranger pour les soumettre au débat et qu'elles soient un petit peu mieux connues en France. Alors, il y a une piste qui est de se poser la question sur le mode de recrutement, c'est un sujet qui a été dans l'actualité récemment d'ailleurs, en tenant compte pas seulement du niveau de formation mais de la manière dont les enseignants, dont ils enseignent et dont on peut constater leur mode de fonctionnement devant les élèves.
Ça, c'est une première piste. Une deuxième piste consiste à se poser la question du mode de rémunération des enseignants. C'est tout le débat autour de la rémunération au mérite, mais sur lequel les résultats des études ne sont pas vraiment concluants. On n'a pas de conclusion très robuste qui permettent de montrer qu'avec une rémunération au mérite plus importante, on obtiendrait des résultats très significatifs sur les résultats des élèves. Ça ne veut pas dire bien sûr que c'est le domaine où il y a peu d'études et peu de rapports, donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait expérimenter pour voir quels enseignements on pourrait en tirer. Mais voilà. Et donc la troisième piste, qui est celle qui nous paraît la plus prometteuse, c'est justement celle du feedback. On aurait dû peut-être trouver un autre nom quand même. Enfin, le fait de donner aux enseignants plus d'informations qu'ils n'en ont aujourd'hui sur les résultats de leurs élèves, sur leurs pratiques pédagogiques, sur comment ils se situent par rapport à d'autres, pour leur permettre eux-mêmes de progresser dans leur manière de faire cours. Aujourd'hui, il y a évidemment une forme de feedback qui passe par les inspections traditionnelles, mais l'inspection, c'est un exercice d'évaluation et de notation qui n'est pas forcément le meilleur pour mettre en œuvre ce feedback d'une manière qui soit à visée pédagogique et pas à visée d'évaluation de l'enseignant, qui soit destiné à lui donner de la formation pour lui permettre lui-même de faire évoluer ses pratiques. Alors, ces informations qu'on peut lui donner, quelle forme peuvent-elles prendre? La première, c'est sous forme d'indicateurs de valeur ajoutée. Ce qui correspond assez à des choses que l'Éducation nationale développe déjà, pour essayer de voir si les résultats sont meilleurs, moins bons que ceux attendus. La valeur ajoutée, au sens de l'Éducation nationale, en fait, c'est les résultats, mais mesurés par rapport aux résultats attendus. C'est-à-dire on a une population d'élèves, on a un certain nombre de facteurs objectifs, milieu social, peut-être le niveau initial, et à partir de ça, on se dit, voilà, toutes choses égales par ailleurs, et voilà leur performance, ce que devrait être leur performance en fin d'année, et en comparant à ces performances, on peut calculer la valeur ajoutée d'un enseignant, d'un lycée. C'est comme ça qu'on essaie de mesurer l'impact des différents facteurs. Et ça, c'est une information qu'on pourrait donner aux enseignants, pour leur permettre éventuellement de faire évoluer leur méthode pédagogique. On peut aussi avoir un feedback de la part des élèves, sous forme de questionnaire, sous forme d'échange. C'est évidemment un sujet sensible parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que c'est aux élèves d'évaluer l'enseignant et pas le contraire. Mais sans aller jusque-là, il nous semble qu'on pourrait faire circuler l'information dans ce sens-là des élèves vers l'enseignant et que dans certains cas, on aurait des enseignements en tirés par l'enseignant qui pourrait l'aider à faire évoluer son cours. Et puis il y a des solutions de type coaching. Décidément, on est très très anglophone, mais ça c'est un travers traditionnel du département questions sociales, il faudra qu'on en parle enfin d'accompagnement personnalisé ou renforcé, qui repose sur des enregistrements en vidéo, sur des exercices, éventuellement avec des nouvelles technologies, sur des tuteurs, voilà, tout ce qui existe d'ailleurs de manière très développée dans beaucoup d'autres métiers où on est face à un public, mais pas forcément beaucoup à l'éducation nationale, et qui serait certainement des pistes intéressantes en termes de formation continue tout simplement pour développer l'efficacité de l'enseignement. Voilà quelques pistes qu'on propose. Juste quelques mots en conclusion. Je pense que c'est la logique de la note, c'est qu'on constate que cet effet existe et que par conséquent la question des enseignants, elle est importante pour les résultats des élèves et que donc on n'aura pas de... pour être vraiment efficace, les futures réformes devront tenir compte de cet effet et ne pas le passer sous silence. Ça veut dire que rechercher des solutions pour améliorer cet aspect-là du système et pas seulement s'interroger sur l'organisation des cours, la situation des établissements, les sujets qui sont généralement au cœur des propositions sur le système éducatif. Et nous, c'est un des points sur lesquels nous nous appuierons pour la note de rentrée que j'évoquais tout à l'heure. Voilà.
en termes très synthétiques. Vous avez évidemment la note d'analyse qui est beaucoup plus détaillée et qui en particulier rend compte des études que je viens de mentionner, parfois dans certains détails, et des pistes évoquées de la manière dont elles sont mises en œuvre dans certains pays. Donc je vous y renvoie et je suis à votre disposition si vous avez des questions.